Écoutez, bienvenue à tous et merci d'être présents pour ce webinaire qui va donc évoquer l'impression 3D et la robotique. Donc, on va le co-présenter à deux, donc Teddy, Robin et moi-même. Qu'on se présente rapidement. Donc, moi, je suis Olivier Lucas, cofondateur et responsable commercial de la société Silaos. Je vous présenterai Silaos juste après. Ok. Et bonjour à tous, moi je suis Teddy Robin, je suis ingénieur robotique chez Proxinov. Alors chez Proxinov, juste pour expliquer pourquoi on est là, donc on a acheté notre première imprimante 3D il y a un peu plus de 2 ans. Ça représente ne serait-ce 3700 heures d'impression, 80 kg de matière imprimée. Donc on commence à un peu maîtriser le sujet et aussi parce qu'on est expert dans le domaine de la robotique. Voilà, je représenterai un peu plus en détail Proxinov après. Les objectifs du webinaire là, qui va durer 30 minutes environ, et puis vous aurez après 15 minutes pour poser vos questions. Donc Tiffany l'a déjà dit, mais je le répète, les questions, ce sera dans le chat là, si vous voulez les poser, puis on y répondra à la fin. Donc premier objectif, c'est de présenter les principales technologies de fabrication additive et faire un focus vraiment sur les 3 principales qui sont utilisées aujourd'hui je dirais en France et dans le monde. Démontrer la pertinence technique et économique de ces outils, et puis présenter des cas d'application industrielle. Donc pour vous démarrer, je vais vous présenter Silaos. Donc Silaos, on est intégrateur de solutions de fabrication additive. On existe depuis 4 ans. On est basé entre Nantes et Vannes et on a été créé, on est 4 créateurs donc issus de l'industrie, automobile, aéronautique et plasturgie. Vraiment, l'industrie, c'est quelque chose que l'on connaît. On a intégré aussi pour certains d'entre nous des lignes robotisées. Donc, on connaît un petit peu de quoi il s'agit. Et on met vraiment en avant l'audit et le conseil parce qu'on va passer beaucoup de temps avec vous à essayer de comprendre quelles sont vos attentes, quels sont vos besoins et quelles sont là où les technologies de fabrication additive qui peuvent répondre le mieux à vos attentes. Donc, beaucoup de questions, beaucoup de temps passé avec vous avant de vous proposer quelque chose. Et puis, s'il y a une technologie qui peut y répondre, eh bien, on pourra éventuellement l'intégrer chez vous. Et tout ça, ça passe aussi par des services associés à la vente que vous voyez sur le côté, donc de l'aide au financement, de la formation, de la maintenance, une plateforme d'achat que vous retrouvez en ligne dans laquelle vous allez pouvoir choisir des consommables et des résines, et éventuellement de la location de machines si vous voulez tester une machine quelques semaines avant de l'intégrer. Et puis, bien sûr, la possibilité de faire des benchmarks. On a toutes les machines que l'on propose dans notre showroom ici, à La Roche-Bernard, et donc on peut faire des tests pour que vous puissiez vous rendre compte de l'intérêt de chacune d'entre elles et des différences de ces technologies. Rapidement, les produits que l'on propose, donc on a un catalogue de produits sélectionnés, peu de produits, mais c'est volontaire. On a choisi les machines qui aujourd'hui répondent à 80 voire 90% des demandes des industriels, qui sont robustes, qui sont reconnues, qui sont intégrées chez des grands comptes, que vous verrez tout à l'heure. Et donc aujourd'hui, on n'a pas de difficulté à vous les proposer et à vous accompagner et à les maintenir dans le temps. Donc, je reviendrai sur ces marques après. Ce qu'on peut voir, c'est qu'il y a 4 technologies. Donc, 4 technologies, 4 marques. Formlabs pour de la stéréolithographie, Ultimaker pour du FDM, Linkster pour une machine un petit peu polyvalente qui va permettre d'imprimer des matières plastiques, mais également du silicone, voire des pâtes céramiques. HP pour de la poudre, et puis la solution post-process, comme son nom l'indique, est une solution de post-traitement automatisé et qui va permettre de retirer des supports, nettoyer les résines, enlever de la poudre, faire du dépoudrage pour les solutions poudre, et puis également des solutions de diminution de rugosité. Donc un ensemble de solutions pour quelques clients. Donc on a à la fois des TPE et des grands comptes dans toutes les industries. Et puis également quelques établissements scolaires et de recherche qui forment les futurs industriels. Nos partenaires, donc Proxinov, avec qui on fait aujourd'hui ce webinaire, et puis également PlastiWest et EMC2 en termes d'institutionnel, également le groupe Forcad qui est basé sur Nantes et que certains d'entre vous connaissent peut-être, et pour lequel on va présenter justement un cas d'application que l'on a réalisé sur leur Connex Lab, qui est une petite chaîne robotisé de démonstration sur lequel il présente également des systèmes IoT et tout un système d'industrie 4.0. Et donc, on a intégré quelques pièces imprimées en 3D. On vous les présentera tout à l'heure. Et puis, le réseau Entreprendre, puisqu'on est jeune lauréat depuis 2018 de ce réseau pour nos partenaires. Donc, voilà, je vais vous présenter les technologies d'impression 3D.
Donc il en existe un certain nombre, hein, plus de 20 technologies. Donc c'est pas toujours facile de s'y retrouver pour vous si vous recherchez la technologie adaptée à vos besoins. Et dans ces 20 technologies, nous on en a sélectionné 3 qui sont les 3 les plus répandues. Donc le SLA ou stéréolithographie, le FDM ou dépôt de fil, et le MJF où on se dira c'est une solution de poudre déposée sur un lit, voilà, et qu'on va fusionner. Alors, la première, le FDM, dépôt de fil, certains d'entre vous la connaissent peut-être, hein, c'est vraiment la technologie, je dirais, la plus répandue aujourd'hui, la plus facile d'accès. On va construire couche par couche une pièce en 3D en passant un matériau qui est sous forme de bobine, de filament, à travers une buse que l'on vient chauffer. Donc là, large choix de matières premières, je dirais toutes les matières quasiment que l'on peut trouver en injection plastique, on va pouvoir les retrouver sous forme de filament et les imprimer. Elles sont plus ou moins difficiles à imprimer, hein, et ça, il y a des contraintes évidemment, mais ça ouvre un large choix et ça répond à beaucoup de cahiers des charges. Toujours, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a cet aspect strié un petit peu sur les pièces, donc un aspect peut-être un peu moins lisse que d'autres technologies, et toujours la nécessité, ou en tout cas la gestion du support, comme on peut le voir sur l'exemple avec la pièce, on voit une pièce rouge et du support en blanc, donc il faut voir qu'on va avoir à gérer ce genre de support. Donc quelques cas d'application là, dans tout domaine industriel, on va retrouver ce genre de pièces, avec des détails plus ou moins fins. On peut voir le filet, par exemple, on peut voir des inserts sur certaines pièces, on peut voir des pièces assemblées, recollées, réassemblées, des pièces dans le médical, des pièces dans l'art. On va avoir vraiment la capacité à faire beaucoup de choses avec cette technologie. Rapidement sur la marque, pourquoi Ultimaker? Parce qu'aujourd'hui, c'est une des références dans ce type d'application, dans ce type de technologie, et c'est utilisé par des grands noms comme Dassault, Renault, Airbus, L'Oréal. Donc voilà, c'est vraiment une marque aujourd'hui qui est référente et sur laquelle on a entièrement confiance. Donc la technologie SLA, stéréolithographie, donc là il va falloir que je clique plusieurs fois Teddy parce qu'il y a une petite animation. Donc là c'est la technologie de fabrication additive la plus ancienne, hein, créée dans la fin des années 70, on va utiliser de la résine liquide. Donc contrairement au FDM, on était sur des polymères, je dirais, thermoplastiques. Là, on est sur des thermodurcissables. Et donc, on va choisir une résine en fonction d'une application. Donc, on va avoir la plateforme là, qui descend dans le bac de résine. Et grâce au laser, on va venir polymériser chaque couche de notre pièce et la construire donc, exactement dans le mouvement que l'on peut voir ici sur l'animation. Donc sur voilà, on a donc un bac transparent pour laisser passer évidemment la lumière du laser, une plateforme de construction et puis la résine liquide. Et l'intérêt de cette technologie Formlab, c'est qu'ils ont un laser qui va toujours taper de façon perpendiculaire à la pièce et donc garantir également une qualité de pièce bien meilleure que d'autres technologies. Donc là, tu peux cliquer aussi quelques fois, on va avoir. Donc voilà. Vous avez toute une panoplie de résines, donc il y a beaucoup moins de choix que sur du FDM. Par contre, on va avoir des résines qui vont répondre à des applications bien particulières, donc de la transparence, de la souplesse, de l'élasticité, de la tenue en température, de la tenue au choc, de la résistance mécanique. Voilà, donc on va vraiment choisir sa résine suivant son cahier des charges. Là, cette fois-ci, on travaille toujours couche par couche, évidemment, mais on a beaucoup moins cet effet strat que l'on peut avoir sur du FDM, parce qu'on va avoir des couches beaucoup plus fines, une meilleure adhésion également entre couches, on est beaucoup plus isotrope, donc moins de différence de résistance en fonction du sens d'impression. Donc c'est ce qui nous permet d'avoir de la transparence et également de l'étanchéité sur certaines résines. Donc ensuite, la marque Formlabs, c'est également une référente sur le marché de la fabrication additive. Hein, ça fait presque une dizaine d'années qu'ils existent et ils équipent également de nombreux grands comptes comme Safran, Thales, Culteo et L'Oréal. Et on a aujourd'hui des fermes d'impression complète d'une cinquantaine de Formlabs qui impriment des pièces en série. Et donc ça montre aussi la robustesse et la qualité de réalisation de ces machines. La technologie suivante, on est sur HP, donc où on va être sur une solution de lit de poudre. Donc on va venir déposer de la poudre hein, qui va s'apparenter un peu à de la farine, sur lequel on va venir, non pas comme c'est le cas sur du SLS, venir avec un laser friter la poudre et la fusionner. Là on va déposer des agents
deux types d'agents, un agent de fusion et un agent détaillant. Et en amenant de l'énergie, donc ce sont des lampes infrarouges, l'agent va venir capter le peu d'énergie nécessaire à la fusion de la matière. Et ensuite, on a donc nos pièces fusionnées et cette poudre qui n'est pas fusionnée et qui va servir de support pour créer soit l'essai du jeu entre les pièces pour pouvoir assembler un certain nombre de pièces dans le volume complet de la machine, ou alors créer des jeux pour réaliser des pièces fonctionnelles avec des mouvements, et notamment des charnières par exemple, ou des systèmes de verrouillage avec des petites serrures. Donc voilà pour le principe de cette technologie-là. On va avoir sur le slide après quelques exemples de pièces. Là encore, moins de choix matière encore. On va être sur du polyamide 12, du polyamide 11, polyamide 12 chargé billes de verre, des TPU et des polypropylènes. Plutôt des matières, je dirais, soit qui sont utilisées en grande série, ou soit qui sont un petit peu techniques. Et on va être capable, comme on peut le voir sur ces exemples-là, d'avoir des formes un peu plus complexes, un peu plus aérées, type organique. Et tout ça, c'est rendu beaucoup plus facile puisqu'on va utiliser la poudre qui n'est pas fusionnée, va servir de support finalement, et on va l'enlever une fois qu'on aura fini notre impression. Donc cette technologie-là permet d'avoir vraiment des formes un peu plus complexes et un état de surface, je ne vais pas dire lisse, il est un petit peu poudreux, mais on remarque aussi un petit peu moins les strates que c'est le cas pour du FDM par exemple. Et on est capable, comme on peut le voir sur deux de ces pièces-là, d'ajouter aussi sur une de leurs gammes à HP de la couleur et d'avoir à la fois des pièces résistantes mécaniquement quand même. Donc HP, on est bien sur le HP qui fait les PC, qui fait les imprimantes 2D. Donc voilà, c'est un grand compte qui a investi énormément d'argent dans cette technologie-là, qui est utilisée dans le monde entier. Et puis voilà, certains acteurs sur la France l'utilisent. Aujourd'hui, c'est plus de 20 millions de pièces fabriquées en série avec ces solutions HP. Et c'est la solution qui a imprimé le plus de pièces en série en polymère à travers le monde. Voilà pour les trois technologies que l'on propose. Un petit comparatif suivant différents critères. Donc ce qui est difficile aussi, c'est qu'il n'y a pas une machine ou une technologie qui va l'emporter sur tous ces critères-là. Donc c'est d'autant plus difficile pour faire son choix. Donc suivant ces critères privilégiés, on va choisir l'une ou l'autre de ces technologies. Et puis ce qu'il faut savoir, c'est que pour les propriétés mécaniques et thermiques, c'est clairement selon la matière. Donc là, il n'y a pas une technologie qui va passer devant. Et pour les capacités et la précision, c'est également suivant les paramètres, les vitesses d'impression, l'orientation des pièces. Donc c'est vraiment selon l'opérateur qui va paramétrer sa machine. Alors, je vais laisser la main à Teddy qui va présenter Proxinov et puis des cas d'application. Ok, bon, bonjour à tous une nouvelle fois. Donc, moi, je vais vous présenter Proxinov. Alors, Proxinov, qu'est-ce que c'est? C'est une association dédiée à la robotique industrielle. Grâce à notre expertise et à notre réseau d'adhérents, donc vous voyez quelques noms sur cette slide-là. Donc, on a un peu plus de 150 adhérents répartis sur trois catégories différentes. On a une partie fournisseurs de robots, d'équipements et de logiciels. Là, on va retrouver des grandes marques de robots, des grandes marques d'équipements. On a également une deuxième catégorie qui est des intégrateurs. Alors, les intégrateurs, c'est une autre catégorie qui vont, eux, utiliser ces technologies-là pour les intégrer chez un client. Et enfin, une dernière catégorie qui est quand même très importante aussi, c'est les utilisateurs. Donc, les entreprises utilisatrices, c'est finalement nos clients et c'est aussi pour ces entreprises-là qu'on va travailler directement. Alors, l'offre de Proxinov, qu'est-ce qu'on fait chez Proxinov? On a 4 offres différentes répondant aux besoins de tous nos profils d'adhérents. On a d'abord des études industrielles, qui est notre cœur de métier, qui est d'étudier la faisabilité de projets, de lever des verrous techniques ou au moins de les identifier, que ce soit des verrous techniques, économiques ou humains. On peut proposer tout ce qui est état de l'art qualifié, c'est-à-dire qu'on va chez vous sur votre site, on diagnostique complètement le site et on définit le ou les besoins en robotique, en automatisation. Ça va aussi avec les audits, bien sûr. Et enfin, des études et des essais de faisabilité. C'est plus ça qui va nous intéresser dans ce webinaire-là. Une autre partie, deuxième partie, l'expérimentation. L'expérimentation, c'est finalement, une fois qu'on a identifié une solution, c'est de pouvoir rassurer l'entreprise utilisatrice au travers d'essais, de démonstrateurs et de prototypage notamment.
enfin, deux dernières offres, une partie communication, qui est aussi de promouvoir les réussites de nos adhérents. Ça peut être au travers de veille technologique et économique, de journées techniques ou d'animation de réseau. Et enfin, formation pour préparer les entreprises à la robotique. Ça peut être des formations sur mesure, diplômantes ou certifiantes. Un petit aperçu de notre atelier. Alors notre atelier à Proxinov, c'est une multitude de cellules robotisées dédiées à des applications métiers bien particulières, comme le soudage, le ponçage, la logistique, l'assemblage, etc. On a vraiment plusieurs catégories de métiers qui sont regroupés chez Proxinov. Et l'objectif à la fin, c'est de pouvoir rassembler tout ça et de montrer ce qu'est l'industrie 4.0. Je reviens plus sur ce qu'on va présenter dans ce webinaire-là. Donc, sur cette slide, on a une cellule qui est dédiée impression 3D, chez donc fabrication additive plus largement. Et on imprime une très grande quantité de pièces chez Proxinov pour réaliser tous ces fameux prototypes. Et sur la slide d'avant, où vous avez vu donc, une image d'atelier, finalement, des pièces imprimées, il y en a partout. Alors, on imprime 3 grandes catégories de pièces sur des machines plus d'une technologie FDM qui a été présentée avant. On fabrique des préhenseurs, donc c'est tout ce qui va au bout du robot, tout l'équipement qu'on va mettre au bout du robot. Ça peut être des pinces, des ventouses, ça peut être tout un tas de capteurs, etc. On fabrique une deuxième catégorie qui est des supports de pièces, qui est très important dans des applications robotiques, c'est de pouvoir poser précisément une pièce à un endroit pour pouvoir aller la rechercher. C'est-à-dire poser une pièce d'un client, poser par exemple un outil pour pouvoir aller le récupérer. Et une dernière catégorie, c'est tout ce qui va être accessoire. Donc là, on voit une petite bulle, par exemple, un support de capteur. C'est un des types d'accessoires, mais ça peut être support d'une petite barrière de sécurité, identification à un endroit sur la ligne où on a besoin de ça, une protection, ça peut être un carter spécifique qui peut être imprimé en 3D, etc. On retrouve un petit peu ça sur toutes nos lignes. Alors, je vais vous montrer du coup une petite vidéo qui illustrera beaucoup mieux. Donc je vais parler pendant que la vidéo diffuse. Hop. Voilà, ça passe la vidéo. Donc, une petite mise en situation. Donc, tout à l'heure, vous avez vu un petit peu de loin une ligne d'assemblage. On va zoomer un petit peu plus. Là, vous voyez ici, donc c'est un robot collaboratif de marque Omron. C'est Omron TM12 qui nous est prêté par un adhérent Omron chez nous. Et sur le robot, vous voyez toute notre petite pièce imprimée en 3D. Donc, au bout du robot, on a mine de rien 2 pinces avec les supports de pinces sont imprimés sur une Multimaker d'ailleurs, avec 2 petites pinces sur lesquelles il faut mettre des morts pour pouvoir prendre les pièces. Et mine de rien, ces petites pièces qu'on a, je reviens juste, ça peut être un peu trop vite, sur ces pièces-là, on se remarque par exemple pour transporter des petites piles, on a besoin d'avoir des petits morts qui vont s'adapter pile à la géométrie de mon produit. Donc mine de rien, il faut imprimer toutes ces petites pièces pour faciliter le travail du robot. Voilà, penseur. On va revenir sur le cours de la vidéo. Vous voyez également, donc là sur cette vidéo-là, il insère les pièces, les piles dans un support qui lui aussi est imprimé en 3D. Donc on va le voir juste sur le robot d'après. Donc c'est un exemple de prototype qu'on peut faire, c'est un assemblage qui tourne chez nous. Par exemple, sur un deuxième poste de cette ligne-là, là vous voyez beaucoup plus de pièces imprimées en 3D. Vous en avez sur votre gauche et sur la droite, c'est ce qu'on rentre dans la catégorie des supports. C'est finalement les pièces premières qu'on vient mettre à des endroits très localisés. Ça va faciliter le travail du robot. Ça évite d'utiliser par exemple des éléments coûteux, des caméras ou autres sur les robots. Ce qui fait que c'est, on va dire, beaucoup plus simple de trouver les pièces et de pouvoir les positionner correctement. Donc les supports, on en a à gauche, à droite, et on en a également au milieu sur le plateau du convoyeur. L'objectif à la fin, c'est de pouvoir assembler correctement le produit de façon aussi la plus économique possible et la plus rapide possible. Voilà, donc c'est un peu ce qu'on fait chez Proxinov, c'est ce type d'installation. Vous voyez sur un 3e robot, dans Universal Robot, robot collaboratif encore une fois. Donc là, on voit un préhenseur un petit peu plus travaillé où il y a des assemblages dessus. Des petits assemblages qui permettent de cacher un port USB, c'est un problème de sécurité à ce niveau-là. On voit par exemple des fixations de câbles, tout ce qui est gain. Alors nous, on est sur quelque chose de toujours dédié au prototype. Donc on a besoin de démonter, remonter, reconfigurer les lignes très souvent. Donc ça nous apporte une très grande flexibilité, l'impression 3D. Et on voit mine de rien que sur cette ligne-là, si je fais juste un arrêt sur image, non, je vais continuer. On voit donc une ligne avec 3 postes sur lesquels on a dépensé à peu près
200 € de matière pour imprimer à peu près 8 kg de matière plastique pour pouvoir équiper tous les postes. Alors, il y en a un peu partout. Et si je fais... voilà. Donc, vous avez vu sur les différents postes, il y a des différents supports, il y a des préhenseurs. Des accessoires, on en a sur les robots, mais si vous avez un petit peu l'œil aussi sur le scrutateur en bas à gauche, il y a un support pareil qui est fait en impression 3D. Il y a des supports qui sont faits à peu près partout sur la ligne. Mine de rien, ça représente une très grande quantité de pièces qui, si on les avait fait peut-être d'une autre manière, on les aura peut-être pas faites ou elles nous auraient coûté beaucoup plus cher et elles n'auraient pas été immédiatement disponibles. Là, c'est vraiment ce qu'on prône avec l'impression 3D, c'est qu'on a vraiment une réactivité. On a les machines sont dans notre atelier. On a les pièces, moi je les dessine le jour même, le lendemain ou l'après-midi, voire le soir, je les récupère. Je peux venir les présenter, dire ça va pas, ok, j'ai une cote à modifier, je recommence. Je peux vraiment itérer mes projets beaucoup plus facilement, chose que je pourrais pas faire avec d'autres technologies ou en faisant par exemple appel à de la sous-traitance. Ce que je voulais dire par là, c'est l'impression 3D, il faut vraiment choisir là où on le met et comment on le fait. Et je rejoins ce qu'Olivier a dit tout à l'heure, il n'y a pas une technologie pour répondre à tous les problèmes. C'est un assemblage de plusieurs technologies et tout est complémentaire là-dedans. Il n'y a pas une machine qui va répondre à tous les besoins. C'est très rare d'avoir une seule matière, par exemple, sur toute la ligne. Là, rien que déjà sur cette ligne-là que je vous ai montrée, vous avez déjà 3 voire 4 matières différentes pour des raisons différentes. Des questions d'adhérence, des questions de coût. Ça peut être aussi, c'est compliqué à imprimer, donc on imprime peut-être sur une autre matière, etc., etc. Et je conclurai là-dessus. Merci Teddy. Ce qu'on peut aussi ajouter à ce que tu viens de dire, c'est que la fabrication additive n'est pas non plus la réponse à tous les besoins. Et on peut bien sûr utiliser les moyens traditionnels et utiliser la fabrication additive et les moyens traditionnels pour obtenir le préhenseur ou le produit dont vous avez besoin. C'est vraiment complémentaire, c'est un nouvel outil. Il faut l'utiliser tel quel et avec toutes ses capacités. Et puis il y a aussi des limites, donc il faut se poser les bonnes questions et l'utiliser à sa juste valeur. Alors, pour continuer et puis donner d'autres exemples, donc on a quelques cas d'application que l'on a tiré justement de la ligne robotisée de Forcad, du Connex Lab, et donc quelques cas sous 2 angles, hein, développement et montage sur une ligne automatisée, et puis l'amélioration continue également. C'est moins lié à la robotisation, mais malgré tout, quand on a des lignes, on peut avoir de l'amélioration continue à faire, et ces outils-là permettent vraiment de réaliser des cas intéressants. Donc voilà, donc vous avez quelques exemples de petites pièces que l'on a réalisées sur cette fameuse ligne. Donc en FDM pour la première, en PETG chargé fibre de carbone, donc on peut aussi avoir des matières très résistantes mécaniquement. Et vous avez une idée du coût de revient et des temps d'impression. Donc ça peut vraiment valoir assez peu cher et puis être fait relativement rapidement. Quand on a une pièce qui casse sur une ligne, on peut facilement avoir la pièce quelques heures après. Ça évite du stock, ça évite de commander chez un fournisseur éventuellement. Sur le deuxième cas, ce sont des plateaux dans lesquels on va positionner des pièces et le robot va venir les chercher. Donc là encore, plutôt que de les faire en usinage, pour prototyper, pour valider la forme du plateau, le positionnement des pièces, on peut avoir rapidement sur une journée un premier plateau. Et là, ce qu'on a fait, ce sont les poignées que l'on devine en gris qui sont faits avec HP. Donc là, ce qu'on peut surtout noter, c'est la capacité à faire 42 paires de poignées en 20 heures. Donc là, on va vraiment aller assez vite sur de la série également. Et puis encore un petit plateau, le plateau orange dessous, là, on voit le coût de revient et le temps d'impression, pour vous donner des petites notions. On a 2 cas qui sont peut-être plus liés à l'amélioration continue. Donc, à la sortie d'un robot, tous les flexibles, tous les câbles, là, on les a camouflés avec un carter qui est en forme, qui n'est pas simple à réaliser, peut-être en moyen traditionnel, en tôlerie, par exemple. Donc là, on voit que sur du PLA qui va remplir le cahier des charges pour éviter de marcher sur les câbles, pour éviter à des projections, à la poussière de s'insérer dans ces zones-là de connexion. Voilà, pour 30 € et pour une petite journée de travail, on peut avoir un carter. Et puis également, le cas d'après, c'est pour positionner juste en dessous un PC sur un support. Et ce qu'on peut deviner, on ne le voit pas bien, mais il y a les 2 demi-cercles là vont servir à positionner une visseuse
donc pour permettre à l'opérateur de la positionner à son emplacement et ne pas à la poser n'importe où sur la chaîne de montage. Donc le cas d'après, c'est un cas un peu particulier qui a été fait cette fois-ci en SLA, stéréolithographie. Et là, on a cherché à faire de l'optimisation topologique et surtout de la simulation. Donc c'est un anneau qui va venir autour d'un objectif de caméra qui va venir faire du repositionnement et pour éviter à la poussière de venir sur l'objectif. Voilà, on a fait un essai de simulation de fluide pour savoir comment on pouvait mieux optimiser la forme, mettre uniquement la matière dont on avait besoin et répondre au cahier des charges. Voilà un peu le type de forme que l'on peut obtenir, le coût que ça peut représenter et le cahier des charges auquel ça répond. Sur le slide d'après, on va avoir un bilan économique de ces 8 pièces qui ont été faites sur la ligne, comparé aux moyens d'usinage traditionnels ou à d'autres moyens, je dirais, conventionnels. Et ce qu'on peut noter, pour ne pas rentrer dans le détail, ça fait beaucoup de chiffres, mais c'est que sur ces 8 pièces, qui sont pour certaines plusieurs sur la ligne, on a un gain d'environ 4 000 € grâce à la fabrication additive. Donc là, on va faire un bilan de ce qu'on vous a présenté. Premièrement, sur, je dirais, les technologies. Donc, la technologie FDM, donc c'est clairement la technologie la plus répandue aujourd'hui, la plus accessible, la plus polyvalente. Il y a énormément de cas d'application. Il y a des ROI qui sont très rapides. Et donc, Teddy en a témoigné. Ils utilisent beaucoup cette technologie pour faire leurs nombreux supports et mains de préhension. Le SLA, c'est peut-être un peu moins répandu dans ces cas d'application-là, mais malgré tout, on va être un peu plus précis, on va pouvoir faire des détails un peu plus fins. Et puis, si on a des tenues en température dans des lignes automatisées avec des contraintes un petit peu fortes, eh ben, on va pouvoir avoir une résine qui résistera peut-être mieux que du FDM. Et puis les solutions de poudre avec HP, c'est peut-être pour des pièces à plus forte valeur ajoutée. On va pouvoir intégrer des fonctions, on va pouvoir avoir des pièces en mouvement. On vous montrera quelques exemples après, on va parler un tout petit peu de conception et vous verrez qu'on peut aller sur des géométries un peu plus complexes grâce à cette technologie de poudre. Je voulais ajouter quelque chose aussi également sur la technologie SLA. C'est un besoin aussi qui émerge auprès de nos adhérents, et notamment des bureaux d'études qui conçoivent des pièces et qui n'ont pas forcément la pièce injectée en plastique. Donc ça peut permettre de faire du prototypage de pièces clients, vraiment avoir des répliques très fidèles en SLA. Et on a ce type de besoin qui est en train d'émerger aussi à Proxinov. Avoir le produit qui sera injecté dans un moule avant que le moule ne sorte, ça permet aussi de faire les premiers réglages et d'anticiper de problèmes. Ok. Ensuite, donc un bilan plutôt global, hein, mais sur le produit en lui-même, donc il y a effectivement plus de liberté de conception. On va pouvoir faire la pièce dont on a besoin, géométrie personnalisée, réduction des assemblages et réduction des poids. De façon économique, donc diminution des coûts des outillages et préhenseurs, pas de minimum de commande, on produit la pièce dont on a besoin, et diminution des stocks, effectivement, pas besoin de stocker un certain nombre de pièces de rechange, on va pouvoir l'imprimer suivant le besoin. Et en termes de temps, donc, comme Teddy l'a également expliqué, on va pouvoir multiplier les boucles itératives et concevoir son préhenseur ou son support plusieurs fois. En tout cas, on va pouvoir l'essayer et puis pour arriver à la bonne conception et au produit final qui répondra le mieux aux besoins. On va pouvoir réduire les délais d'approvisionnement. Si on a la machine sur place, on lance le soir et on peut avoir sa pièce le lendemain matin. Et puis on va produire à la demande aussi suivant les besoins. Donc rapidement, pour terminer, c'est l'heure quasiment. Donc on va juste ouvrir un petit peu l'esprit sur la conception. C'est pas une obligation comme on va le voir sur le... Tu peux cliquer une autre fois si tu veux, Teddy. C'est pas une obligation du tout. C'est-à-dire que vous pouvez vraiment concevoir aujourd'hui vos supports, vos mains de préhension comme vous le faites pour vos moyens traditionnels. Par contre, ça peut vraiment apporter un plus et ce sera à considérer, je pense, dans les mois et dans l'avenir. Si tu viens sur le slide d'après, là, on a un exemple assez flagrant. Ça pourrait être considéré comme une main de préhension où on a un assemblage de 8 pièces qui sont faites en CNC, qui sont faites en tôlerie, où on a de la visserie. Et grâce à la fabrication additive, on va être capable de transformer ces 8 pièces en une seule et même pièce, et qui va répondre au même cahier des charges, évidemment, et pour des coûts moindres
et un poids moindre également. Donc, quand on sait que la masse embarquée sur un robot est importante, là, on peut vraiment aussi faire des gains intéressants. Donc, juste après, on a 3 petites mains de préhension aussi faites avec ces technologies, je dirais plus de poudre, parce qu'on va vraiment pouvoir optimiser les designs. Donc, sur le premier, on voit un robot Fanuc, là, on a même de la couleur. Donc, on va pouvoir imaginer des circuits d'air avec de la couleur pour peut-être simplifier le montage, simplifier la maintenance. Donc voilà, enfin, on peut imaginer énormément de choses, mettre du data matrix, pourquoi pas, du marquage, hein, indiquer des moyens d'assembler la main ou de la mettre en position sur le robot pour éviter les erreurs. Sur le préhenseur du milieu, c'est un préhenseur également réalisé en poudre où on n'a aucun assemblage, la pièce sort telle quelle de la machine. Et là, on va avoir un mouvement grâce à de l'air. On va injecter de l'air dans cette pièce. On va déformer une membrane qui va créer finalement un pincement et on va pouvoir venir prendre des pièces. Donc ça doit être pour Philips, des pièces relativement légères. Mais malgré tout, là, on n'a plus d'assemblage. Si on casse la main, on a juste imprimé cette pièce-là. On n'a pas de supply chain à gérer, d'approvisionnement d'accessoires, etc. Et puis sur le dernier, le plus en bas à droite, on a une main aussi un petit peu particulière qu'on va pouvoir alléger, qu'on va pouvoir faire à la forme de la pièce à prendre en préhension. Et on va pouvoir intégrer également les passages d'air pour éviter d'avoir des tuyaux, des flexibles qui traînent autour de ce préhenseur. Voilà, donc on en a fini. La conception, c'est vraiment pas une obligation, mais ça peut vraiment apporter un plus sur vos produits. Donc voilà pour la présentation de ce webinaire. Voilà, donc je pense qu'on arrive au bout. Écoutez, merci à tous d'avoir participé. Merci à tous pour vos questions. On espère avoir répondu à certaines de vos interrogations, vous avoir ouvert l'esprit. Donc voilà, n'hésitez pas à revenir vers nous, Teddy ou moi-même, ou Silaos ou Proxinov, et on se fera plaisir de continuer à évoquer avec vous ces sujets qui nous passionnent.